Vous êtes-vous déjà demandé si les voix des ancêtres n'essayaient pas d'entrer en dialogue avec vous, ici et maintenant, à cet instant précis? Et si l'on admettait l'idée que depuis des millénaires, des divinités puissantes établissent un lien direct avec l'humanité par le biais d'un phénomène que la science moderne ne parvient toujours pas à saisir pleinement? À cet égard, nous vous invitons à plonger dans l'exploration de ces voix divines mystérieuses des dieux noirs qui s'expriment à travers les orishas. Ce que nous allons explorer n'est pas une simple collection de contes folkloriques ou de superstitions. C'est une tradition ancestrale vivante et vibrante qui a résisté aux tentatives d'éradication culturelle les plus brutales de l'histoire de l'humanité. À l'époque où les navires négriers sillonnaient les eaux de l'Atlantique, transportant des êtres humains asservis, quelque chose d'invisible et d'omnipotent les accompagnait. Un lien spirituel avec les divinités ancestrales. Connues sous le nom d'orishas. De nombreux observateurs perçoivent ces traditions comme quelque chose d'exotique, les réduisant à un ensemble de rituels, de battements de tambours et de pas de danse. Pourtant, peu réalisent qu'il s'agit d'un système complexe de communication entre les mondes, un portail reliant le visible et l'invisible resté ouvert pendant des millénaires. Les orishas ne sont pas de simples personnages mythologiques. Ce sont des forces primordiales de la nature qui se manifestent à travers la conscience humaine de manière qui défie l'entendement rationnel. Imaginez un instant. Dans les temples de Candomblé et d'Umbanda, disséminés à travers le Brésil et au-delà, des gens ordinaires, médecins, enseignants, commerçants, changent soudainement et radicalement leur posture, leur voix et leur personnalité lorsque les orishas s'incarnent en eux. Leurs yeux se transforment, leurs voix prennent des timbres impossibles pour leurs cordes vocales habituelles, et de leur bouche s'écoulent des connaissances qu'ils n'ont jamais étudiées. Comment cela est-il possible? La science moderne n'a que récemment commencé à explorer ce phénomène, et les résultats de ces recherches sont véritablement captivants. Des études de neuroimagerie révèlent des schémas d'activité cérébrale uniques apparaissant dans ces états de conscience modifiés, des schémas non observés dans d'autres états humains connus. S'agit-il d'une simple coïncidence ou de la preuve de l'existence de quelque chose que notre science n'est pas encore en mesure d'expliquer pleinement? Les découvertes à venir ne sont pas de simples informations historiques ou anthropologiques. Ce sont des révélations capables de transformer radicalement notre compréhension de la conscience humaine, de la spiritualité et du lien avec les forces naturelles. Les orishas ne sont pas de simples divinités, ce sont des principes universels présents dans toutes les grandes traditions spirituelles du monde, bien que sous des noms et des manifestations différents. Pourquoi certaines personnes manifestent-elles une réceptivité particulière à ces énergies? Pourquoi certains individus sont-ils choisis comme quote, ou médium pour ces divinités? Et, plus important encore, que peuvent nous apprendre les messages transmis par les orishas dans le contexte des défis auxquels l'humanité est confrontée? Les connaissances qui seront présentées ont été précieusement gardées pendant des siècles, transmises oralement, de génération en génération, souvent dans un secret rigoureux pour les protéger des persécutions. Certaines de ces révélations sont rarement discutées en dehors des cercles les plus intimes de ces traditions, non pas parce qu'elles sont secrètes au sens d'interdites, mais parce qu'elles sont considérées comme trop sacrées pour être trivialisées. Embarqués pour un voyage fascinant qui s'étend du berceau des civilisations antiques d'Afrique de l'Ouest au centre religieux afro-brésilien moderne, des recherches scientifiques de pointe sur les états de conscience modifiés aux profondes révélations personnelles. Dans cette exploration captivante, nous tenterons ensemble de percer le mystère des voix divines des dieux noirs qui s'expriment à travers les orishas. Ce phénomène extraordinaire, en effaçant les frontières culturelles, relie les continents et détient peut-être les réponses aux questions les plus profondes de l'existence humaine. Bien avant que les premières caravelles européennes ne fendent les vagues des océans, bien avant que les religions dominantes aujourd'hui en Occident n'aient pris forme, au cœur de l'Afrique, un système spirituel complexe et profond pulsait déjà. Les orishas ne sont pas nés du néant. Ils sont le fruit de millénaires d'observations,
d'une connexion profonde et d'une sagesse ancestrale précieusement accumulée par le peuple Yoruba et d'autres groupes ethniques d'Afrique de l'Ouest. Mais qui étaient ces gens? Et comment ont-ils réussi à établir un lien si étroit avec des forces au-delà de notre réalité matérielle? La terre où les orishas ont pris leur forme actuelle est une région englobant des parties des Nigeria, Bénin et Togo modernes. Là, il y a plus de 5 millénaires, des civilisations étonnantes ont prospéré, caractérisées par des structures politiques complexes, des connaissances avancées en astronomie et des traditions spirituelles raffinées. Le peuple Yoruba en particulier a créé l'un des systèmes religieux les plus complexes de l'histoire de l'humanité, fondé sur la conviction que des forces divines régissent les divers aspects de la nature et de l'existence humaine. Ces divinités n'étaient pas de simples concepts lointains et abstraits, mais des entités vivantes et actives, présentes dans la vie quotidienne. Chaque cité-État Yoruba avait ses propres orishas protecteurs. Chaque famille maintenait un lien avec des divinités spécifiques, et la communication directe avec ces entités par la transe et la possession était une pratique courante et respectée. Dans des lieux comme Ilé-Ifẹ̀, considéré comme la ville sacrée d'origine du peuple Yoruba, de majestueux temples s'élevaient en l'honneur de ces divinités, et des prêtres et prêtresses consacraient leur vie au service de ces dieux. Il est cependant crucial de comprendre que pour le peuple Yoruba, les orishas n'étaient pas de simples objets de culte. Ils incarnaient les principes fondamentaux de l'existence elle-même. Shango n'était pas seulement le dieu du tonnerre, mais l'incarnation de la justice et de l'autorité légitime. Oshun n'était pas seulement la déesse de l'eau douce, mais le symbole de la force, de la fertilité, de la prospérité et de la beauté en tant que force transformatrice. Chaque orisha incarnait non seulement un élément naturel, mais aussi toute une philosophie de vie, une manière de comprendre le monde et d'interagir avec lui. Cette compréhension était si profonde et complexe qu'elle incluait un système oraculaire développé, connu sous le nom d'Ifa, capable d'offrir des conseils détaillés pour chaque aspect de la vie humaine. Les prêtres babalaos, spécialisés dans ce système de divination, étaient des conseillers respectés qui servaient d'intermédiaires entre les humains et les divinités, utilisant des coquillages kauris et d'autres méthodes. Ils interprétaient la volonté des orishas et transmettaient leurs conseils et avertissements à la communauté. Lorsque ce système spirituel multifacette a rencontré l'une des pages les plus sombres de l'histoire moderne, la traite transatlantique des esclaves, une question s'est posée. Comment les divinités puissantes ont-elles réagi au fait que leurs fidèles étaient arrachés de force à leur terre natale et transportés dans des conditions inhumaines vers des contrées lointaines et inconnues? Ici, nous assistons à l'une des manifestations les plus remarquables de résistance culturelle dans l'histoire de l'humanité. Bien que les corps aient été enchaînés, les âmes sont restées insoumises. Les orishas ont trouvé le moyen de traverser l'océan avec leur peuple dans les effroyables cales des navires négriers, où des milliers de personnes périssaient. Des prières silencieuses s'élevaient, des noms sacrés étaient murmurés, des liens invisibles étaient maintenus. À l'arrivée des Africains asservis au Brésil, à Cuba, en Haïti et dans d'autres terres des Amériques, il leur fut strictement interdit de pratiquer leur religion ancestrale. C'est alors qu'eut lieu un acte ingénieux de résistance culturelle, le syncrétisme religieux. Pour protéger leur divinité, les asservis commencèrent à les associer à des saints catholiques. Shango, le puissant dieu de la justice, fut associé à Saint Jérôme ou à Saint Jean-Baptiste. Yemanja, la grande mère de l'eau salée, à Notre-Dame des Navigateurs ou Notre-Dame de la Conception. Mais ce n'était pas une simple substitution. C'était une stratégie complexe de préservation culturelle. Derrière l'image du saint catholique, l'orisha restait intact avec tous ses attributs, ses préférences et ses histoires sacrées. Et ce qui est encore plus frappant, derrière les messes catholiques publiques célébrées le dimanche, des rituels secrets s'étaient menés dans les quartiers d'esclaves, dans les forêts, dans des lieux cachés où les tambours sacrés appelaient les orishas, et ceux-ci répondaient s'incarnant dans les corps de leurs fidèles. Grâce à ce phénomène extraordinaire de résistance et d'adaptation, les orishas se manifestent encore aujourd'hui, des siècles plus tard,
dans toute leur puissance et leur grandeur dans les centres religieux des Terreiros, Candomblé, Ambanda, Shango, Batuque et autres traditions africaines répandues à travers tout le Brésil. Ainsi, lorsqu'un orisha se manifeste lors d'une fête de Candomblé, nous assistons non pas à un simple rituel religieux, mais à un acte de résistance ancestrale, une victoire culturelle sur toutes les tentatives d'annihilation et d'éradication. Chaque danse d'une fille d'Iansin, chaque pas assuré d'un fils d'Ogun, chaque transe sacrée où l'orisha descend sur terre, est la preuve vivante qu'aucune chaîne n'a été assez solide pour entraver l'esprit d'un peuple, et qu'aucune interdiction n'a pu étouffer les voix divines qui continuent de se manifester à travers les corps humains. C'est ce qui rend le phénomène des orishas si fascinant et puissant, leur capacité à transcender le temps et l'espace, à survivre à des tentatives d'annihilation systématique, à s'adapter sans perdre leur essence. C'est pourquoi, même pour ceux qui ne sont pas initiés à ces traditions, l'observation de la manifestation de ces divinités ancestrales suscite de profonds sentiments. Le monde des religions d'origine africaine est auréolé de mystères et d'un lien profond avec la spiritualité des ancêtres. Vous êtes-vous déjà demandé si votre origine pouvait être liée à des forces divines? Peut-être y a-t-il un orisha qui guide votre chemin de vie, même si vous ne le connaissez pas personnellement. Plongeons au cœur de l'énigme des orishas, le phénomène de la possession. Que se passe-t-il lorsqu'une personne ordinaire se transforme lors d'un rituel, adoptant l'apparence, les gestes et la voix d'une divinité ancestrale? C'est l'un des aspects les plus fascinants et en même temps les plus mal compris des religions d'origine africaine. Il est essentiel de comprendre que la possession n'est pas un phénomène aléatoire. Tout le monde ne peut pas être possédé par un orisha, et cela ne se produit pas n'importe quand ni n'importe où. Il existe un système rituel complexe, élaboré au fil des millénaires pour préparer le corps et l'esprit de l'individu à devenir temporairement le Ponatok en 35, ou le réceptacle de la divinité. Dans les maisons traditionnelles de Candomblé, une personne suit des années d'initiation avant de pouvoir recevoir un orisha dans son corps. Ce processus comprend des rituels de purification, un apprentissage, des périodes de réclusion, une préparation physique et spirituelle qui transforme l'initié. Le corps humain est un instrument de musique qui doit être accordé pour pouvoir reproduire la mélodie sacrée de la divinité. Pendant l'initiation, le corps du futur médium subit un processus de création. Une préparation rituelle incluant des bains d'herbes sacrées, des offrandes, des incisions rituelles et d'autres procédures qui établissent un lien entre l'individu et la divinité. Les points énergétiques activés lors de ces rituels correspondent aux chakras ou aux centres énergétiques vitaux dans d'autres traditions spirituelles telles que le yoga. Que se passe-t-il au moment de l'incarnation? Les témoins oculaires décrivent une transformation complète. La personne qui parlait normalement change soudainement de posture, d'expression faciale et de voix. Ses yeux peuvent se révulser, son corps trembler, puis quelque chose d'extraordinaire se produit. La personne n'est plus là. À travers ce corps, une présence ancienne et puissante s'exprime. Le fils possédé de Shango peut se lever avec grandeur, émettre un rugissement et commencer à danser avec des mouvements symbolisant l'éclair et la justice. La fille possédée d'Oshun acquiert la tendresse et la sensualité caractéristiques de la divinité des eaux douces avec des mouvements rappelant le cours des rivières. Chaque orisha a sa propre danse, son expression corporelle et ses gestes rituels, et le médium possédé les reproduit avec précision, même s'il n'a pas été formé. Tout aussi étonnant est le fait qu'en transe profonde, le médium manifeste des capacités inaccessibles dans son état normal. Des personnes, incapables dans la vie ordinaire de soulever des poids insurmontables, démontrent des miracles de force physique en état de possession. Des individus, non familiers avec les langues africaines anciennes, se mettent soudainement à chanter en Yoruba, Fon et d'autres dialectes avec une prononciation impeccable, comme s'ils en avaient maîtrisé les secrets sans formation préalable. Les médiums possédés ont le don d'identifier avec précision les affections spirituelles et physiques chez des inconnus, prescrivant des méthodes de guérison traditionnelles spécifiques qui se révèlent par la suite miraculeuses.
Comment expliquer le phénomène où les médiums, en canalisant un orisha spécifique, démontrent une connaissance approfondie des rituels, des herbes médicinales et des rites sacrés qu'ils n'ont jamais étudiés? Dans les familles traditionnelles, on considère que le savoir rituel n'est pas transmis par les aînés, mais directement par l'orisha, guidant les jeunes membres de la communauté. Les sceptiques ont tendance à l'expliquer par la mise en scène, la suggestion ou l'hystérie collective. Comment expliquer cependant la répétabilité de ces modèles comportementaux avec une précision étonnante dans différentes parties du monde, de Salvador à Rio de Janeiro, de Porto Alegre à La Havane et New York? Comment expliquer le fait que des personnes n'ayant aucun lien entre elles, en incarnant le même orisha, manifestent des schémas comportementaux, des gestes rituels et des préférences identiques? Plus mystérieux encore sont les changements physiologiques enregistrés pendant la transe. Des études scientifiques attestent de modifications significatives de la respiration, de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque et même de la conductivité électrique de la peau en état de possession. Dans certains cas, des altérations vocales sont observées qui seraient physiquement impossibles pour la personne dans son état normal. Par exemple, des hommes à la voix grave en incarnant des divinités féminines se mettent à parler avec un timbre aigu, inaccessible à leur corde vocale dans leur état habituel. Beaucoup négligent le fait que le phénomène de la possession n'est pas une simple représentation rituelle, mais un système complexe de transmission de connaissances ancestrales. Lorsqu'un orisha s'incarne en une personne, il ne se contente pas de danser et de recevoir les honneurs, mais il donne aussi des conseils, des orientations, des avertissements et transmet des enseignements. Lors des consultations privées, les orishas possédés donnent des indications détaillées sur des questions personnelles, professionnelles et de santé, frappant par la précision de leurs prédictions ceux qui sollicitent leurs conseils. De nombreux témoignages rapportent des cas de personnes ayant reçu des orishas incarner des indications précises sur des maladies dont elles ne se doutaient pas, ce qui fut ensuite confirmé par des examens médicaux. D'autres, en suivant des conseils apparemment illogiques de la divinité incarnée, ont évité de graves problèmes. Ce sont précisément ces expériences personnelles, parfois transformatrices, qui entretiennent la foi dans les voies divines des orishas. Le monde des orishas, entités spirituelles, constitue un phénomène captivant, notamment en ce qui concerne l'influence que le médiumnisme exerce sur les médiums eux-mêmes. Les personnes qui entrent régulièrement en contact avec leur orisha rapportent souvent de profondes transformations dans leur vie. Elles mentionnent une stabilité émotionnelle accrue, le développement de capacités intuitives et un renforcement du lien avec leur essence spirituelle. Il semble que l'interaction constante avec l'énergie divine exerce un effet transformateur sur les systèmes nerveux et énergétiques de l'individu. Un aspect révolutionnaire de la manifestation des orishas réside dans l'interconnexion profonde entre les mondes divins et naturels. Contrairement aux traditions religieuses qui séparent souvent le divin du matériel, plaçant les dieux dans des sphères célestes, l'enseignement des orishas affirme que le sacré est présent dans chaque élément de la nature. Les rivières, les éclairs, le vent et la flamme portent en eux une force divine vivante. Cette compréhension va au-delà du simple animisme, tel qu'il est souvent simplifié par les anthropologues occidentaux. Elle représente une philosophie complexe qui considère la nature non pas comme une matière inerte, mais comme une manifestation vivante de la conscience transcendante. Les orishas ne se contentent pas de régir les éléments naturels, ils sont ces éléments dans leur forme la plus essentielle et consciente. Shango n'est pas simplement une divinité du tonnerre, mais la conscience même du tonnerre, l'essence énergétique se manifestant dans la tempête électrique. Yemanja n'est pas seulement la déesse de la mer, mais la conscience de l'océan, l'esprit de l'eau salée, se manifestant sous une forme archétypale. Cette compréhension profonde a conduit à la création d'un système complexe de classification et de compréhension des énergies naturelles. Chaque orisha représente non pas un élément isolé, mais un champ vibratoire entier, un ensemble de forces naturelles interconnectées. Oshun n'est pas seulement une rivière, mais l'eau douce dans toutes ses manifestations, de la cascade à la rosée.
Oxosi n'est pas seulement une forêt, mais le principe de l'abondance naturelle et de la prospérité découlant de l'harmonie avec la nature. Le système de correspondance dans cette tradition est organisé et cohérent. Chaque orisha est lié non seulement à un élément spécifique, mais aussi à des couleurs, des nombres, des jours de la semaine, des saveurs, des plantes, des animaux, des minéraux, des parties du corps et des états émotionnels. Lorsqu'un initié offre des feuilles à Osin, le seigneur des herbes, il reconnaît les propriétés vibratoires des plantes qui résonnent avec l'énergie de l'orisha. L'utilisation de la couleur blanche dans les offrandes à Oxala symbolise la vibration de l'énergie créatrice que représente cet orisha. Dans la cosmovision de la tradition orisha, la compréhension de l'interconnexion entre les divinités et les éléments naturels dépasse le simple symbolisme, acquérant une profonde signification pratique. Dans les centres religieux de la culture afro-brésilienne, connus sous le nom de terreiros, les guérisseurs de médecine traditionnelle estiment que les déséquilibres physiques et émotionnels sont souvent liés à une rupture d'harmonie avec les énergies d'orishas spécifiques. Dans de tels cas, le traitement vise à restaurer ce lien perdu. Par exemple, une personne souffrant de maladies respiratoires chroniques pourrait avoir besoin de se reconnecter à l'énergie d'Yansan, la maîtresse des vents. Celle qui éprouve des difficultés à exprimer ses émotions pourrait avoir besoin d'harmoniser son énergie avec Oshun, la déesse de l'amour et de la sensualité. Et une personne rencontrant des problèmes d'affirmation de soi pourrait avoir besoin de renforcer son lien avec Ogun, le guerrier qui ouvre de nouveaux chemins. Les rituels de rétablissement de l'équilibre incluent non seulement des offrandes, mais aussi une immersion littérale dans les éléments naturels correspondants. Se baigner dans une cascade n'est pas une simple purification physique, mais un recalibrage énergétique par l'immersion dans l'élément d'Oshun. Une promenade dans une forêt dense n'est pas un simple exercice physique, mais une reconnexion avec le champ vibratoire d'Oxosi. Visiter la plage à l'aube, lorsque les vagues lavent le corps, est une manière de permettre à Yemanja de réinitialiser tout le système énergétique de l'individu. Il est important de noter que cette compréhension de la nature comme manifestation divine a servi de base à l'un des premiers et des plus efficaces systèmes de protection de l'environnement dans l'histoire de l'humanité. Dans les traditions orisha, certaines rivières, montagnes, forêts et océans sont considérés comme des demeures sacrées des divinités et, par conséquent, exigent préservation et respect. En Afrique, des forêts entières ont été préservées grâce à la croyance qu'elles étaient les domaines d'Osin ou d'Oxosi. Les rivières sont restées pures car elles étaient considérées comme l'incarnation physique d'Oshun. Cette perspective offre une approche révolutionnaire pour résoudre la crise écologique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Au lieu de considérer la nature comme une ressource à exploiter, la tradition orisha nous enseigne à y voir une présence divine, digne d'adoration. Si nous traitions chaque rivière comme une manifestation d'Oshun, chaque océan comme le corps de Yemanja, chaque forêt comme la demeure d'Oxosi, l'humanité développerait une relation complètement différente avec son environnement. Plus fascinante encore est la façon dont cette compréhension des éléments naturels en tant que manifestation divine se révèle dans le phénomène de l'incorporation. Lorsqu'un fils ou une fille d'orisha entre en transe, il ne s'agit pas simplement d'adopter une essence extérieure, mais de permettre à la conscience de l'élément naturel correspondant de se manifester à travers son corps. En observant une fille d'Yansan en transe, nous ne voyons pas seulement une personne en état de transe, mais nous assistons à la tempête elle-même, au vent et à la foudre se manifestant sous forme humaine. Les gestes rituels ne sont pas aléatoires. Ils reproduisent les mouvements des éléments naturels. Les danses sacrées de Yemanja imitent le mouvement des vagues océaniques, les pas fermes d'Ogun symbolisent le fer qui tranche les obstacles et la danse sensuelle d'Oshun imite le cours sinueux des rivières. Cette compréhension explique pourquoi certaines personnes ont une affinité naturelle pour certains éléments et par conséquent pour certains orishas. Une personne qui a toujours ressenti une attirance pour la mer a probablement un lien particulier avec Yemanja. Celui qui est fasciné par les tempêtes et le tonnerre porte très probablement l'énergie de Shango.
Et celui qui a toujours trouvé paix et équilibre dans les forêts pourrait être un enfant d'Oxosi ou d'Ossin. Le monde des orishas révèle une profonde compréhension. Chacun de nous est une manifestation des forces élémentaires et non des entités séparées de la nature. L'être humain est la nature elle-même, parvenue à la conscience de soi, une incarnation temporaire des éléments sous forme humaine. C'est là que réside l'essence révolutionnaire de la sagesse des orishas, l'effacement des frontières entre l'humain et le divin, entre l'homme et la nature, entre la matière et l'esprit. Les orishas ne sont pas des divinités extérieures, mais des forces qui nous façonnent de l'intérieur, ce qui modifie radicalement notre perception de la spiritualité et du monde qui nous entoure. En nous plongeant dans le monde des orishas, nous découvrons un système de communication multiforme qui dépasse le langage ordinaire. Les orishas communiquent non seulement par des mots, mais aussi par des symboles, des couleurs, des rythmes, des mouvements, des rêves, des coïncidences significatives et des sensations corporelles. C'est un langage multidimensionnel qui engage et transcende tous les sens. Ce langage ésotérique n'est pas un ensemble chaotique de signes, mais un système cohérent et structuré, accessible à l'étude et à la compréhension pour ceux qui s'y dévouent. Dans les maisons traditionnelles de Candomblé, la maîtrise de ce langage est la pierre angulaire de l'initiation, exigeant des années, voire des décennies, de dévouement et d'observation attentive. Commençons par les sons. Les tambours sacrés, les akwot 49, ne sont pas de simples instruments de musique. Chaque battement, chaque rythme est une invocation précise, appelant une divinité spécifique. L'Aluja éveille Shango, l'Agwere Oxosi, l'Ijeksa, Oshun. Selon la tradition, ces rythmes ont été transmis aux premiers prêtres et prêtresses directement par les orishas eux-mêmes. Les anciens des terreiros, les centres religieux afro-brésiliens, affirment que le tambour ne fait pas que convoquer l'orisha. Il crée aussi un champ vibratoire nécessaire à la manifestation de la force divine dans le monde matériel. C'est une technologie spirituelle complexe, semblable à un code qui, correctement exécuté, ouvre des portails entre les dimensions. Les chants sacrés, entonnés en accompagnement des rythmes de tambour, sont tout aussi importants. Ces chants, souvent interprétés en yoruba ou dans d'autres langues africaines anciennes, ne sont pas de simples accompagnements musicaux, mais de véritables invocations, porteurs de codes sonores spécifiques. Chaque chant raconte l'histoire d'un orisha, invoque un aspect particulier de son énergie ou demande une intervention spécifique. Il est étonnant de constater que de nombreux médiums, en état de transe, réagissent instantanément à certains chants, même sans comprendre la langue. Il semble que quelque chose de plus profond que l'intelligence consciente reconnaisse et réponde à ces codes sonores. Le langage du mouvement joue également un rôle crucial. Chaque orisha a sa propre danse, ses propres gestes rituels qui racontent son histoire et manifestent ses pouvoirs. Ogun, dans sa danse, mime le fait de trancher les obstacles avec une épée, ouvrant ainsi les chemins. Oshun, par ses gestes, représente le bain dans la rivière, l'admiration de soi dans le miroir des eaux, le don de la prospérité. Ces mouvements ne sont pas de simples représentations, mais l'énergie même de l'orisha prenant une forme visuelle et cinétique. Le monde des orishas, entité spirituelle de la tradition religieuse africaine, se révèle à travers une multiplicité de langages qui dépassent la forme verbale. Il existe un langage des symboles matériels. Chaque orisha possède ses propres instruments sacrés et objets rituels qui servent de conducteurs et d'accumulateurs de son énergie unique. La double hache de Shango n'est pas seulement l'emblème de son pouvoir, mais un véritable portail vers son énergie de justice et de puissance. Le miroir doré d'Oshun n'est pas un simple reflet de vanité, mais un instrument qui amplifie l'énergie de la connaissance de soi et de la prospérité. La communication avec les orishas s'effectue également par les couleurs, chaque divinité ayant ses teintes caractéristiques qui résonnent avec son énergie. Le rouge et le blanc de Shango, le bleu ciel de Yemanja, le jaune doré d'Oshun, le vert d'Oxosi ne sont pas des choix aléatoires, mais une représentation visuelle du champ énergétique de ces divinités. Le langage de la nourriture est tout aussi important.
chaque divinité a ses offrandes préparées selon des rituels stricts. L'Amala pour Shango, l'Ipété pour Oshun, l'Akarajé pour Oxala ne sont pas de simples aliments, mais des codes biochimiques qui établissent une connexion énergétique avec les divinités. Ces offrandes ne sont pas un paiement ou un cadeau, mais un réglage vibratoire. La préparation de la nourriture pour l'orisha selon la méthode traditionnelle et Koshaizan avec les bons ingrédients et les chants crée une substance vibrant à la fréquence de la divinité, facilitant sa manifestation. Il existe aussi le langage des lieux naturels où la présence des orishas est ressentie plus fortement. Pour communiquer avec Oshun, on se rend aux cascades ou au bord de la rivière, avec Yemanja à la mer au lever du soleil, avec Oxosi, dans la forêt dense. Ce ne sont pas de simples décors, mais des portails géographiques où le champ énergétique des divinités est le plus intense. Un langage plus subtil est la communication par les rêves et l'intuition. Les orishas apparaissent souvent dans les rêves, transmettant des messages, des avertissements ou des indications. Les initiés apprennent à reconnaître la signature énergétique de chaque divinité dans les Motarevik, où un rêve avec Oshun se distingue d'un rêve avec un autre orisha par des couleurs, des sensations et des symboles caractéristiques. Les coïncidences et les synchronicités sont tout aussi significatives, où les orishas se manifestent à travers des événements apparemment aléatoires, mais chargés de sens symbolique. Des rencontres répétées avec des objets liés à une orisha spécifique, l'écoute inattendue de chants ou de mentions d'une divinité particulière, des rencontres avec des personnes liées à une orisha donnée. Les anciens enseignent que les orishas communiquent à travers le corps physique, où certaines sensations dans des parties spécifiques du corps peuvent indiquer la présence de divinités. Une chaleur soudaine à l'arrière du cou peut signaler l'approche de Shango. Des picotements dans les mains, la présence d'Ogun, une fraîcheur dans la région abdominale, un signe d'Oshun. Pour ceux qui étudient ce langage secret, le monde se transforme en un dialogue constant avec le divin. L'intervention des forces supérieures se manifeste partout. Une rafale de vent changeant brusquement de direction n'est peut-être pas seulement un caprice météorologique, mais un message d'Yansan, déesse du vent et des tempêtes. Les roulements de tonnerre lointains ne sont pas uniquement un phénomène atmosphérique, mais un signe de la présence de Shango, dieu du tonnerre et de la justice. Même un papillon bleu tourbillonnant avec insistance autour d'une personne peut être un message de Yemanja, déesse de la mer et de la maternité. Étonnamment, cette communication ne dépend pas des croyances ou des dogmes religieux. Elle se produit que la personne reconnaisse ou non les orishas comme des entités réelles. Ces énergies archétypales sont si profondes et fondamentales qu'elles se manifestent même chez les sceptiques, ceux élevés dans d'autres traditions religieuses et même les athées. Cependant, sans la connaissance de ce langage secret, la plupart de ces manifestations passent inaperçues, prises à tort pour de simples coïncidences. Maîtriser le langage secret des orishas est comme acquérir un nouveau sens, ouvrant de nouveaux horizons de perception. Soudain, des couches de sens auparavant cachées sont découvertes dans la vie quotidienne. Le monde cesse d'être un mécanisme sans âme, soumis uniquement aux lois de la physique, et se présente comme un environnement vivant et animé, imprégné d'intelligences invisibles qui communiquent constamment avec nous. Le plus captivant est que cette communication est toujours personnelle et intentionnelle. Les orishas s'adressent à chaque personne individuellement, utilisant des symboles, des signes et des expériences qui lui sont propres. C'est un dialogue intime et personnalisé, tenant compte du niveau de conscience et du contexte culturel de chacun. À cet égard, il convient d'approfondir un domaine peu exploré, les histoires personnelles et les rencontres transformatrices de milliards de personnes avec ces divinités anciennes. En effet, au-delà des connaissances théoriques, des rituels et des traditions, il y a quelque chose de plus important. Les témoignages de ceux qui ont vécu la présence de ces forces divines de manière directe et incontestable. Seront présentées des histoires authentiques, recueillies au cours d'années de recherche et de vie dans les communautés africaines, des récits rarement rendus publics,
mais qui permettent d'apercevoir le monde de la puissance et de la présence réelle des orishas dans le monde contemporain. À titre d'exemple, on peut citer l'histoire de Donna Aparecida, une femme de 78 ans, élevée dans une famille catholique traditionnelle de l'arrière-pays du Minas Gerais, loin des religions africaines. À l'âge de 23 ans, après la naissance de son troisième enfant, elle a commencé à souffrir d'évanouissements inexplicables, de visions étranges et de comportements inappropriés, déconcertant ses proches. Les médecins posaient les diagnostics les plus divers, de l'épilepsie aux troubles psychiatriques, mais aucun traitement n'aidait. La situation empirait, et dans le désespoir, la famille l'a emmenée dans un temple d'Umbanda, sur le conseil d'une voisine. Dès qu'elle est entrée dans le lieu et a entendu le son des tambours, Donna Aparecida est tombée dans une profonde transe et est devenue le médium d'un orisha dont elle ignorait même l'existence. Par sa bouche, l'orisha a expliqué qu'elle l'appelait depuis des années pour un travail spirituel et que les maladies n'étaient que la manifestation de cet appel divin auquel elle résistait. Étonnamment, après avoir accepté sa mission spirituelle et suivi l'initiation nécessaire, tous les symptômes que les médecins avaient vainement tenté de traiter ont complètement disparu. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, Donna Aparecida dirige un terreiro de candomblé respecté et témoigne de la façon dont sa vie a été radicalement transformée par cette intervention divine. Dans le milieu universitaire aussi, on trouve des exemples de transformations étonnantes. Le professeur Roberto, docteur en physique, connu pour son esprit sceptique et travaillant dans une université prestigieuse, a visité par curiosité une cérémonie de candomblé lors d'un voyage de recherche dans l'État de Bahia. Initialement, il n'avait aucun préjugé ni aucune attente, mais lorsque les tambours dédiés à Oxóssi ont retenti, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une vague de chaleur intense a parcouru le corps du professeur, suivi d'un état de conscience élargi qu'il a décrit comme « Kwakwatsuyash ». Bien que Roberto n'ait pas été initié, il a reçu une vision intérieure claire d'une entité qu'il a par la suite identifiée comme Oxóssi. Cette entité lui a transmis des informations détaillées sur sa vie et sa mission, y compris des aspects inconnus de son histoire familiale qui ont été confirmés par la suite. Ce scientifique, qui se considérait comme athée, a longtemps cherché une explication rationnelle à ce qui s'était passé, jusqu'à ce qu'il conclue qu'il avait rencontré une dimension de la réalité que la science moderne n'est pas encore en mesure d'expliquer. Aujourd'hui, Roberto poursuit ses activités scientifiques tout en étudiant en parallèle la voie spirituelle liée aux orishas et consacre une partie de ses recherches à l'étude des états modifiés de conscience qui surviennent dans les contextes rituels. Les histoires de guérison physique, inexplicables du point de vue de la médecine traditionnelle, méritent également d'attention. L'un de ces cas est celui de Marcos, diagnostiqué avec une forme agressive de leucémie et dont l'espérance de vie était courte. En désespoir de cause, sa famille l'a emmené dans un temple de candomblé à Salvador, où l'esprit d'un un ancien d'Umbanda, lui a prescrit un traitement spirituel spécial, incluant des offrandes à Omolu, l'orisha des maladies et de la guérison. Marcos a suivi scrupuleusement les directives spirituelles sans pour autant interrompre son traitement médical traditionnel. À la surprise des médecins, 3 mois plus tard, les analyses ne montraient plus aucun signe de la maladie. L'oncologue qui suivait Marcos était tellement intrigué par cette rémission inexplicable qu'il a personnellement visité le terreiro de Candomblé pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. 15 ans plus tard, Marcos est en bonne santé et est lui-même devenu un initié du culte des orishas. Les récits de personnes qui, sans aucune connaissance préalable des traditions africaines, vivent spontanément des rencontres avec des orishas qu'elles n'ont pu identifier que par la suite, sont particulièrement impressionnants. Par exemple, une jeune artiste, Clara, de Porto Alegre, a rêvé pendant des années d'une femme en robe rouge, dansant pendant une tempête et lui transmettant des messages. À l'âge de 27 ans, en visitant une exposition consacrée aux religions afro-brésiliennes, Clara a vu une image d'Iansa et a immédiatement reconnu la femme de ses rêves. Bouleversée par cette découverte, elle s'est rendue dans un terreiro de Candomblé
et a découvert que de nombreux symboles qui apparaissaient spontanément dans ces tableaux étaient des représentations traditionnelles de cet orisha, symbole dont elle n'avait jamais eu conscience auparavant. Des cas ont également été enregistrés où des personnes, lors de rituels de candomblé, manifestent des capacités qui leur sont inaccessibles dans leur état normal. Par exemple, Georges, un pêcheur peu instruit, en état de transe, communiquant avec Ifa, l'orisha de la sagesse, commence à réciter de longs passages de textes sacrés en langue yoruba, qui lui est totalement étrangère dans son état habituel. Des anthropologues et des linguistes qui ont étudié ce phénomène confirment que les récitations sont exactes et correspondent à des textes traditionnels documentés au Nigeria, dont certains n'ont jamais été traduits ni publiés au Brésil. Comment expliquer qu'une personne sans éducation ait accès à des connaissances aussi spécifiques et complexes? Les récits de prophéties et d'avertissements transmis par des orishas incarnés qui se réalisent par le Teik, réalisent par la suite avec une précision étonnante, sont tout aussi fascinants. À titre d'exemple, on peut citer un événement survenu dans une communauté de candomblé de la région du Reconcavo Baiano. Lors d'une fête de Shango, l'orisha incarné dans une prêtresse a interrompu la célébration pour avertir d'un danger imminent, ordonnant à tous de quitter immédiatement le terreiro de candomblé. Moins de 20 minutes après l'évacuation, un puissant incendie a éclaté dans une zone industrielle voisine, dont les flammes ont atteint la cour et détruit une partie des bâtiments. Sans aucun doute, si les gens étaient restés sur place, une tragédie aurait été inévitable. Comment une divinité a-t-elle pu prévoir la menace avec une telle certitude? Il existe également des histoires étonnantes de connexions à distance réalisées par l'intermédiaire des orishas. Par exemple, le récit de deux sœurs, séparées dans leur enfance à l'époque de l'esclavage. L'une fut emmenée au Brésil, l'autre resta au Bénin. Des décennies plus tard, elles purent se retrouver grâce aux indications précises reçues de Yemanja, à travers des rêves simultanés, envoyés aux deux. Ce cas, documenté par des historiens, démontre comment le lien avec les orishas transcende les frontières géographiques et temporelles. Le dénominateur commun de toutes ces histoires est leur caractère transformateur. La rencontre avec les orishas n'est pas une simple expérience spirituelle passagère, mais un tournant qui change radicalement la vie de ceux qui y sont impliqués. Les gens rapportent de profonds changements dans leur personnalité, le développement de capacités intuitives, des guérisons physiques et émotionnelles, ainsi qu'une profonde reconnexion avec leur véritable essence et leur but de vie. Un autre aspect fréquemment rencontré dans ces récits est la façon dont les manifestations des orishas vont souvent à l'encontre des attentes culturelles et religieuses. Des cas ont été documentés de personnes élevées dans des traditions chrétiennes strictes, sans aucune connaissance préalable des religions afro-brésiliennes, qui ont soudainement manifesté des comportements, des visions ou des capacités qui ont été par la suite identifiées comme caractéristiques d'orishas spécifiques. Cela conduit à une pensée profonde et intrigante. Peut-être les orishas ne sont-ils pas la propriété exclusive d'une tradition religieuse particulière, mais représentent-ils des énergies archétypales fondamentales, capables de se manifester à travers n'importe quel individu, indépendamment de son origine culturelle ou de ses croyances conscientes. En fin de compte, ces histoires démontrent que le phénomène des orishas n'est pas une abstraction théorique ou une curiosité anthropologique. C'est une réalité vivante, palpitante et transformatrice qui continue d'exercer une profonde influence sur la vie de milliers de personnes dans le monde contemporain, bien au-delà des temples traditionnels de candomblé. Que se passe-t-il réellement dans le cerveau et le corps humain lors de la possession par les orishas? Pendant des décennies, la science occidentale traditionnelle a évité cette question, que ce soit par préjugés culturels ou par difficultés méthodologiques à étudier un phénomène aussi complexe et culturellement spécifique. Cependant, la situation évolue. Au cours des dernières décennies, des neuroscientifiques, des psychologues, des anthropologues et des chercheurs en conscience ont commencé à étudier sérieusement les états altérés vécus lors des rituels religieux, y compris la possession par les orishas. Les résultats de ces recherches sont captivants et pourraient révolutionner notre compréhension non seulement des religions d'origine africaine, mais aussi de la conscience humaine elle-même
et de son potentiel inexploré. Ces dernières années, la communauté scientifique a montré un intérêt croissant pour l'étude des états de conscience modifiés, ouvrant de nouveaux horizons pour la compréhension de l'esprit humain et de son potentiel caché. L'une des premières avancées significatives dans ce domaine fut la recherche en électroencéphalographie, EEG, menée auprès de médiums en état de transe. Une équipe de chercheurs de l'Université de São Paulo, en collaboration avec des neuroscientifiques américains, a surveillé l'activité cérébrale de personnes vivant un état de possession spirituelle dans des centres religieux afro-brésiliens traditionnels. Les résultats obtenus se sont avérés très inattendus et intrigants. En état de transe profonde, les médiums présentaient des schémas d'ondes cérébrales qui ne correspondaient à aucune des catégories connues. Ni l'éveil ordinaire, ni le sommeil à ses différents stades, ni même les états méditatifs enregistrés. Le plus surprenant était que ces schémas cérébraux montraient une synchronisation inhabituelle entre des régions du cerveau qui ne fonctionnent généralement pas de manière coordonnée. Il semblait que pendant la transe, les barrières neurales disparaissaient temporairement, permettant à l'information de circuler librement entre des zones du cerveau qui fonctionnent habituellement de manière plus isolée. Cette découverte concorde parfaitement avec les sensations subjectives des médiums qui décrivent souvent l'état de transe comme une expansion de la conscience ou un effacement des frontières, ce qui semble désormais avoir des fondements neurobiologiques mesurables. Des études plus récentes, utilisant des méthodes d'imagerie cérébrale avancées telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, et la tomographie par émission de positons, TEP, ont permis de déterminer avec une plus grande précision quelles régions du cerveau deviennent plus ou moins actives pendant les états de transe profonde. Ces recherches ont révélé une constante. Lors d'incorporation authentique, une réduction significative de l'activité est observée dans le cortex préfrontal, la région du cerveau responsable du sentiment d'identité personnelle et du contrôle exécutif conscient. Parallèlement, l'activité augmente dans les structures du système limbique, en particulier l'amygdale et l'hippocampe, des régions liées au traitement émotionnel et à la mémoire ancestrale. Il est notable qu'une activation inhabituelle est également observée dans les zones du cerveau responsables du langage et du langage corporel, même chez les personnes qui, dans leur état normal, ne manifestent pas de capacité particulière dans ces domaines. Cela pourrait expliquer pourquoi les médiums en état de transe démontrent souvent des capacités linguistiques, des connaissances ou des compétences physiques qu'ils ne possèdent pas dans leur état de conscience habituel. Ces changements neurobiologiques s'accompagnent de modifications physiologiques mesurables dans d'autres systèmes corporels. Des études ont enregistré des altérations significatives du système nerveux autonome pendant les états de transe, notamment des changements dans le rythme respiratoire, la pression artérielle, la conductance électrique de la peau, ainsi que les niveaux de certaines hormones et neurotransmetteurs. Une attention particulière est accordée à l'augmentation documentée des taux d'endorphines et d'autres neurotransmetteurs associés aux états modifiés de conscience lors des incorporations profondes. Cela pourrait expliquer non seulement les changements subjectifs de perception rapportés par les médiums, mais aussi des phénomènes tels que l'insensibilité à la douleur que beaucoup d'entre eux manifestent en état de transe, permettant par exemple aux enfants incorporés d'Ogun de manipuler des objets tranchants sans se blesser. Cependant, au-delà des conclusions concrètes sur les changements physiologiques dans le corps pendant la transe, une question fondamentale et philosophique se pose. Que révèlent ces recherches sur la nature de la conscience humaine et ses capacités latentes ? Certains scientifiques proposent des modèles théoriques suggérant que les états de transe, semblables à ceux vécus lors de l'incorporation des orishas, pourraient ne pas être des pathologies ou des hallucinations, mais des modes alternatifs et potentiellement valides d'activité neuronale, ouvrant l'accès à des aspects de la réalité inaccessibles dans l'état de conscience ordinaire. Par exemple, le neuroscientifique britannique Robin Carhart-Harris a émis l'hypothèse que le cerveau humain ordinaire fonctionne dans un mode qu'il a appelé le réseau du mode par défaut, Default Mode Network, ou une configuration neuronale qui maintient l'attention sur l'identité individuelle et les tâches quotidiennes.
Les états modifiés de conscience induits par des substances psychédéliques, une méditation profonde ou des rituels comme ceux du candomblé semblent désactiver temporairement ce réseau, permettant à des configurations neuronales alternatives de recevoir des informations habituellement filtrées par la conscience ordinaire. Ce point de vue est étonnamment cohérent avec les explications traditionnelles offertes par les praticiens du candomblé eux-mêmes. Comme l'a expliqué une prêtresse avec plus d'un demi-siècle d'expérience d'initiation, la transe n'est pas un état de conscience affaibli, mais un état de conscience élargi. L'orisha ne soumet pas la personne, mais lui permet de transcender temporairement son moi pour accéder à une conscience plus vaste qu'il représente. Un autre domaine de recherche fascinant concerne le concept de mémoire corporelle ou cellulaire. Les études épigénétiques modernes montrent que les expériences traumatiques peuvent laisser des traces biochimiques sur l'ADN transmises aux générations futures. Certains scientifiques suggèrent que cette mémoire transgénérationnelle pourrait être l'un des mécanismes par lesquels les anciennes connaissances africaines sont préservées et deviennent accessibles lors des états de transe rituels, même pour ceux qui n'ont jamais étudié ces traditions. Cette hypothèse est étayée par des cas où des personnes sans formation préalable sont capables de reproduire des chants complexes en langues africaines pendant la transe ou de démontrer des connaissances spécifiques sur des rituels ancestraux qu'elles n'ont jamais étudiés formellement. La chercheuse Rachel Harding, dans ses travaux sur les religions de la diaspora africaine, suggère que les rituels d'incorporation peuvent servir de simat, quote, des pratiques culturelles conçues pour accéder et préserver des connaissances ancestrales qui auraient pu être perdues lors des traumatismes massifs de l'esclavage et du colonialisme. Actuellement, on observe un intérêt croissant pour l'étude des états modifiés de conscience dans le contexte des pratiques religieuses, comme au candomblé. Un volume croissant de publications scientifiques est dédié à l'utilisation des états de conscience non ordinaires comme outils thérapeutiques. Les recherches de psychiatres tels que Stanislav Grof et Richard Tarnas indiquent que certains états modifiés peuvent ouvrir l'accès à du matériel psychique habituellement inaccessible, favorisant la guérison émotionnelle et psychologique. Cela est cohérent avec la fonction thérapeutique des religions d'origine africaine où les rituels, comme la possession spirituelle, ont traditionnellement une dimension curative. Ce que la psychiatrie occidentale considérait auparavant comme une manifestation d'hystérie est désormais reconnu comme un système complexe de Scott Kantmandisati avec un potentiel thérapeutique. Un autre aspect étudié est le rôle du rythme et de la musique dans l'induction des états modifiés de conscience. Recherche moderne. En neuromusicologie montre que les schémas rythmiques spécifiques utilisés dans les tambours pour les différents orishas provoquent des changements dans l'activité cérébrale, facilitant le passage à des états de conscience non ordinaires. Dans le candomblé, les rythmes de tambour fonctionnent comme des inducteurs neurobiologiques, créant les conditions cérébrales pour la manifestation de la transe. Un rythme spécifique provoque un certain schéma d'onde cérébrale, créant un champ neuronal pour la manifestation d'un orisha particulier. Il est important de noter que les découvertes scientifiques n'expliquent pas le phénomène des orishas dans un sens réductionniste. L'identification des corrélats neuronaux de l'incorporation ne réduit pas cette expérience à de simples phénomènes biologiques. Comme l'a souligné l'ethnologue Pierre Verger, comprendre les mécanismes cérébraux impliqués dans la transe est comparable à l'étude de la structure physique d'une antenne radio. Cela n'explique pas le contenu des messages transmis, mais seulement le mécanisme par lequel ils sont reçus. La neurobiologie peut montrer comment le cerveau se reconfigure pendant la transe, mais elle ne répond pas à la question de la source des connaissances et des personnalités qui se manifestent dans cet état. Les recherches modernes explorent des modèles non matérialistes de la conscience, suggérant que le cerveau pourrait fonctionner non pas comme un producteur de conscience, mais comme un récepteur ou un filtre qui limite notre perception. De ce point de vue, les états de transe vécus lors de l'incorporation des orishas représentent un recalibrage temporaire, permettant d'accéder à des dimensions de la réalité habituellement non perçues, y compris la conscience des ancêtres ou des entités non physiques. Les anciennes croyances africaines sur les orishas,
en tant que force réelle et consciente se manifestant à travers les êtres humains, pourrait recevoir une explication scientifique. La science moderne n'apporte pas encore de réponse définitive, mais le fait même d'étudier sérieusement ces questions marque un changement de perception et de compréhension des connaissances traditionnelles africaines. Dans la tradition des orishas, les ancêtres ne sont pas perçus comme un concept abstrait ou un souvenir des défunts, mais comme une présence vivante, active et accessible. Dans les traditions africaines, les ancêtres ne meurent pas au sens occidental, mais passent dans une autre dimension, continuant à interagir avec le monde des vivants. Cette compréhension contredit la vision occidentale qui sépare les vivants et les morts, le présent et le passé, la mémoire et la réalité. Dans la vision du monde des orishas, ces frontières sont floues, assurant un flux constant de sagesse, d'énergie et de guidance entre les mondes visibles et invisibles. La vision africaine traditionnelle trouve des parallèles dans la science moderne, en particulier en psychologie transpersonnelle, en épigénétique et dans les recherches sur les traumatismes et la mémoire collective. Le concept d'inconscient collectif de Carl Jung suggère l'existence d'une couche de la psyché contenant des souvenirs, des symboles et des connaissances communs à l'humanité. Jung a développé cette théorie en observant des symboles et des thèmes mythologiques récurrents dans les rêves et les visions de patients qui ignoraient ces images. Cela peut être considéré comme une description scientifique de la mémoire collective dont les traditions africaines ont toujours parlé. Cependant, dans la tradition des orishas, cette mémoire n'est pas seulement une construction psychologique, mais une réalité incarnée dans les ancêtres et les divinités. Les découvertes en épigénétique, qui étudient l'influence de l'environnement et de l'expérience sur l'expression des gènes, suggèrent des mécanismes biologiques de transmission de l'expérience de génération en génération. Des études ont montré que les traumatismes peuvent provoquer des changements épigénétiques transmis à la descendance. Par exemple, une étude sur les descendants de survivants de l'Holocauste a révélé des marqueurs épigénétiques liés au stress post-traumatique, qui ont été transmis à des générations n'ayant pas directement vécu le traumatisme. Le traumatisme collectif, tel que l'esclavage et le colonialisme, a pu laisser une empreinte profonde dans la mémoire génétique des descendants. Il est probable que les changements épigénétiques causés par ces événements historiques aient été transmis de génération en génération, imprimant les souvenirs, les peurs et la sagesse des ancêtres dans la structure biologique de leurs descendants. Cette perspective scientifique ouvre de nouveaux horizons pour comprendre le phénomène de la possession spirituelle. Lorsqu'un médium devient un canal pour un orisha ou un ancêtre lors d'un rituel, cela peut être considéré non seulement comme un phénomène mystique, mais comme une activation de la mémoire génétique codée dans le corps par des mécanismes épigénétiques. Une confirmation étonnante de cette hypothèse est que pendant la possession, les personnes manifestent des connaissances, des compétences et des particularités linguistiques qu'elles n'ont jamais consciemment apprises. Cela pourrait être une manifestation de l'accès à une mémoire collective transmise héréditairement à travers les générations. La chercheuse afro-américaine Joy DeGruy a introduit le concept de troubles de stress post-traumatique liés à l'esclavage pour expliquer les particularités comportementales, émotionnelles et culturelles observées dans les communautés afro-américaines. Ces particularités pourraient être liées aux stratégies de survie développées pendant l'esclavage et transmises de génération en génération. La tradition des orishas offre non seulement une explication de cette transmission intergénérationnelle du traumatisme, mais aussi un système complexe de guérison par des rituels spécifiques. Les cérémonies dédiées aux ancêtres Egun et à certains orishas, tels que Nana et Obalwaye, visent à guérir les traumatismes ancestraux et à reconnecter les lignées familiales brisées par la diaspora violente. L'aspect thérapeutique des pratiques religieuses afro-brésiliennes commence seulement à être reconnu par les professionnels de la santé mentale. Les psychologues et psychiatres travaillant avec les communautés afro-descendantes notent que pour de nombreux patients, la reconnexion avec les traditions ancestrales, comme le candomblé, peut être une partie importante du processus de guérison des traumatismes historiques auxquels les méthodes de traitement occidentales traditionnelles ne peuvent pas toujours accéder.
La compréhension africaine des ancêtres a une dimension encore plus profonde et radicale. Selon cette conception, chaque individu est la manifestation d'une lignée ancestrale continue qui s'étend non seulement sur plusieurs générations, mais aussi jusqu'aux origines de l'humanité et aux orishas primordiaux. Comme l'a dit un babalawo nigérien, « Vous n'avez pas d'ancêtres, vous êtes vos ancêtres, se manifestant au présent. » Cette compréhension détruit l'illusion occidentale de la séparation et de l'individualité isolée. Dans la vision du monde africain traditionnel, chaque personne est l'incarnation vivante de tous ceux qui l'ont précédé, portant dans son corps, son ADN et sa structure énergétique l'ensemble de la lignée ancestrale. Les racines historiques et le lien spirituel avec les ancêtres jouent un rôle important dans la formation de l'identité culturelle et des valeurs. Le concept de Seyadot Quot, que l'on retrouve dans certaines traditions africaines, est particulièrement intéressant. Il implique que nos actions d'aujourd'hui influencent non seulement la mémoire des générations passées, mais aussi les conditions de vie des générations futures. Cette vision cyclique du temps, différente de l'approche linéaire occidentale, forge un sentiment de responsabilité envers toutes les générations, ce qui est le fondement de l'éthique des communautés africaines traditionnelles, par exemple dans les temples du candomblé. Cette conception trouve son expression dans le culte des Egons, les esprits des ancêtres spécifiques de chaque lignée ou famille. Contrairement aux orishas, qui représentent des forces cosmiques universelles, les Eguns sont des ancêtres divinisés qui continuent à participer activement à la vie de leurs descendants. En l'honneur de ces ancêtres, des rituels spéciaux sont organisés, au cours desquels les gens leur demandent conseils et protections et veillent à préserver le souvenir de leurs actions et enseignements. Ces cérémonies ne sont pas de simples hommages, mais des canaux de communication entre différentes dimensions, grâce auxquels la sagesse des générations passées reste accessible au présent. Un aspect important de cette pratique est sa capacité à transformer les traumatismes historiques en une source de force et de résilience. Les ancêtres qui ont survécu à l'esclavage, aux persécutions ou à la violence sont honorés non pas comme des victimes, mais comme des survivants dont les souffrances et la résistance ont rendu possible l'existence des générations actuelles. Cette relecture du traumatisme a un impact psychologique puissant. Les descendants, au lieu de se sentir victimes de l'oppression, se perçoivent comme les héritiers d'une tradition de résistance, de créativité et de survie. La lignée ne devient pas un fardeau, mais une source de force. De plus, les ancêtres dans les traditions des orishas remplissent la fonction de gardiens de connaissances qui auraient pu être perdues à la suite de la colonisation et de l'esclavage. Techniques médicales, connaissances botaniques, technologies agricoles, systèmes philosophiques, tout cela est préservé grâce à la transmission orale et à l'incarnation du savoir ancestral. Lorsqu'un médium transmet la sagesse des ancêtres et prescrit des traitements utilisant des plantes dont les propriétés sont confirmées par la science moderne, nous voyons la préservation du savoir par des canaux qui dépassent le cadre de l'éducation et de la culture. Cette perspective est particulièrement importante dans le monde contemporain, où la crise de sens et la désunion s'accentuent. Dans une société où les liens communautaires sont rompus, la nature est exploitée et le passé semble sans pertinence. La vision du monde des orishas offre un modèle différent d'appartenance, de continuité et d'interconnexion. Le lien des temps, se reconnecter aux ancêtres dans la religion orisha. Se reconnecter aux ancêtres dans le contexte des orishas n'est pas un retour sentimental au passé, mais représente une approche novatrice pour repenser le présent et l'avenir. Cette approche repose sur les principes de continuité générationnelle, d'interconnexion de tout ce qui existe et de responsabilité envers les descendants. C'est la prise de conscience que l'être humain n'est pas un individu isolé dont les actions sont déterminées uniquement par des choix personnels, mais un descendant influencé par ses ancêtres. Pour les nombreux descendants d'Africains dont les lignées ont été brisées par l'esclavage et le colonialisme, se tourner vers des traditions comme le candomblé n'est pas seulement un choix de foi, mais un profond processus de restauration de l'identité et de guérison du traumatisme collectif.
Il s'agit de revenir à des récits, des coutumes et des connaissances qui ont été délibérément éradiquées, mais qui ont survécu dans les corps, les rythmes, les légendes et les rituels ayant traversé l'océan Atlantique. Même pour ceux qui n'ont pas de racines cis africaines et aztécaines directes, la sagesse des orishas concernant les ancêtres offre des outils puissants pour repenser les relations avec le passé, les générations futures et le réseau global de la vie à une époque de profonds bouleversements écologiques, sociaux et spirituels. La compréhension du lien indissociable de tout ce qui existe peut devenir l'un des dons les plus précieux que les traditions africaines puissent offrir au monde moderne. Lorsqu'on parle de la survie des traditions orishas au Brésil et en Amérique, il ne s'agit pas seulement de la préservation de rites religieux. Nous assistons à l'un des exemples les plus frappants de résistance culturelle et spirituelle dans l'histoire de l'humanité. Ce qui s'est produit peut être qualifié de véritable miracle de résilience, manifesté contre toute attente. Les personnes asservies, privées de leur patrie, séparées de leur famille et n'ayant pas le droit de pratiquer leur foi, ont réussi non seulement à préserver, mais aussi à adapter, à réinterpréter et à renforcer des traditions spirituelles ancestrales. Ce n'était pas seulement une résistance, mais une lutte sacrée, dépassant le monde physique et matériel, pour devenir une bataille pour la préservation de l'âme d'un peuple. Pour apprécier l'ampleur de cet exploit, il est nécessaire de prendre conscience de toute la brutalité des tentatives d'annihilation culturelle et spirituelle auxquelles ces traditions ont été soumises. Avec l'arrivée des premiers Africains asservis au Brésil au XVIe siècle, leurs pratiques spirituelles furent immédiatement mises hors la loi. Le Code philippin, qui servait de base juridique pendant la période coloniale, interdisait explicitement toute manifestation religieuse non catholique, prévoyant de sévères punitions pour les contrevenants. Danse, chants, tambours, sacrifices. Tout ce qui constituait le culte des orishas était officiellement interdit. Plus tard, sous l'Empire brésilien et même après l'abolition de l'esclavage, le Code pénal de 1890 criminalisait clairement des pratiques telles que la magie, le spiritisme et le charlatanisme, des termes qui étaient sélectivement appliqués pour persécuter les pratiques religieuses d'origine africaine. La simple possession d'objets rituels, tels que des tambours ou des perles, pouvait entraîner l'emprisonnement ou la violence physique. Pendant des siècles, les religions africaines sur le territoire brésilien ont fait face à une répression brutale, déclenchée par les autorités coloniales et républicaines. Cette persécution ne s'est pas manifestée uniquement sur le plan juridique, mais aussi dans les sphères sociales et idéologiques. L'Église dominante et l'élite intellectuelle ont systématiquement diabolisé les croyances africaines, les présentant comme des manifestations primitives, barbares et même démoniaques. Les médecins et psychiatres du début du XXe siècle sont allés jusqu'à classer la possession par les orishas comme un trouble mental, et les adeptes de ces religions étaient internés de force dans des asiles psychiatriques. Les journaux des 19e et début 20e siècles regorgent de récits de raids policiers impitoyables sur les temples de Candomblé. Les autels sacrés étaient détruits, les objets rituels confisqués et les leaders religieux arrêtés. Le cas tristement célèbre de la persécution de Mãe Menininha do Gantua, l'une des prêtresses les plus vénérées de l'histoire du Candomblé, ne sert que d'un parmi des milliers d'exemples documentés de répression systématique. Mais comment ces traditions ont-elles réussi à survivre après tant de siècles de persécution? La réponse réside dans des stratégies de résistance extraordinairement sophistiquées, qui méritent d'être reconnues non seulement comme des tactiques de survie, mais aussi comme de véritables chefs-d'œuvre de résilience culturelle et spirituelle. La première et la plus connue de ces stratégies fut le syncrétisme religieux, l'habile association des orishas avec des saints catholiques permettant de pratiquer les cultes africains sous un couvert chrétien. Shango était associé à Saint Jérôme, Yemanja à la Vierge Marie, Oxóssi à Saint Sébastien, et ainsi de suite. Il est toutefois important de comprendre que ce syncrétisme n'était pas un simple mélange de religions. C'était une tactique consciente et inventive de préservation culturelle. Comme l'a affirmé Mãe Stella de Oxóssi dans son célèbre manifeste contre le syncrétisme dans les années 1939. Le saint catholique servait de masque public, permettant de vénérer secrètement les orishas.
Une autre stratégie importante fut la préservation des connaissances par la tradition orale et la mémoire corporelle. Lorsque les livres sacrés et les objets rituels étaient interdits et détruits, les connaissances étaient conservées dans les corps, dans les gestes, les danses, les chants et les rythmes des tambours. Chaque mouvement de la danse d'Oshun, chaque battement de tambour spécifique pour Shango, chaque recette d'offrande pour Iyansa devenait un texte sacré vivant, préservant des siècles de savoir sans laisser de traces physiques que les persécuteurs auraient mal pu détruire. Non moins importante fut la création d'un langage codé, permettant aux initiés de communiquer entre eux tout en restant incompris des étrangers. Des termes en Yoruba, Fon et d'autres langues africaines étaient spécifiquement conservés pour les concepts religieux, créant un vocabulaire ésotérique servant de protection. Même contraints de parler portugais, les praticiens ont développé des expressions ambiguës et des métaphores que seuls les initiés pouvaient entièrement déchiffrer. La stratégie de création de terreiros, les temples de candomblé, dans des zones reculées, loin des centres urbains et des regards des autorités, fut une autre tactique de survie essentielle. Bon nombre des plus anciennes maisons de candomblé furent initialement fondées dans des régions difficiles d'accès, comme le Reconcavo Baiano ou les collines isolées de Rio de Janeiro. Même dans les villes, les terreiros étaient souvent situés en périphérie, créant de véritables zones de résistance culturelle. Au cœur de l'esclavage et de l'oppression, les Afro-Brésiliens ont forgé des formes de résistance uniques, empreintes d'ingéniosité et de force spirituelle. L'une des stratégies les plus remarquables fut la création de structures sociales alternatives au sein des terreiros, les centres religieux du candomblé, qui fonctionnaient de fait comme des États dans l'État. Chaque maison traditionnelle de candomblé a développé ses propres systèmes de gouvernance, codes moraux, hiérarchies et méthodes de résolution des conflits, formant des micro-communautés partiellement autonomes des autorités officielles. Ces communautés religieuses sont devenues un bastion de résistance économique et sociale à une époque où les personnes noires étaient systématiquement exclues de l'éducation formelle, des soins de santé et de l'économie. Les terreiros, ces centres religieux afro-brésiliens, offraient des réseaux alternatifs de soutien et d'entraide. Les savoirs médicaux traditionnels suppléaient un système de santé qui leur refusait l'accès. Des systèmes éducatifs informels transmettaient non seulement des connaissances religieuses, mais aussi culturelles, historiques et même scientifiques. Des réseaux de soutien économique mutuels, tels que les premières sociétés d'entraide organisées par les terreiros au XIXe siècle, créant des alternatives à l'exclusion économique systématique. La préservation d'une cosmologie et d'une esthétique alternative, valorisant précisément ce que le système dominant méprisait, revêtait une importance particulière. Alors que la société brésilienne coloniale et post-coloniale était bâtie autour de la blancheur comme idéal esthétique et culturel, les terreiros afro-brésiliens maintenaient une vision du monde où la négritude, l'ascendance africaine et les traditions d'origine africaine n'étaient pas seulement acceptées, mais glorifiées comme sacrées et puissantes. Selon l'historien João José Reis, les terreiros, centres religieux afro-brésiliens, fonctionnaient comme des ambassades africaines sur le sol brésilien, des enclaves culturelles et spirituelles qui maintenaient vivant non seulement une religion, mais aussi une vision du monde, une esthétique, une éthique et une manière alternative d'exister et de résister au sein d'une société profondément hostile. Le prix de cette résistance fut immense et ne doit pas être idéalisé. D'innombrables leaders religieux furent emprisonnés, torturés et tués. Des sites religieux historiques furent détruits. Des objets sacrés inestimables furent perdus, et des lignées entières de savoir furent interrompues par la violence. Ces persécutions ont laissé de profondes cicatrices, encore visibles aujourd'hui au sein des communautés afro-brésiliennes. Et ces persécutions ne relèvent pas seulement de l'histoire ancienne. Même dans le Brésil contemporain, les cas d'intolérance religieuse, d'attaques contre les lieux de culte afro-brésiliens et de diabolisation des religions d'origine africaine continuant de se produire avec une fréquence alarmante. Selon les données de la ligne d'assistance téléphonique Disco 100,
le nombre de signalements d'intolérance religieuse a augmenté de plus de 300% ces dernières années, la majorité des cas étant dirigés contre les adeptes des religions afro-brésiliennes. Ce qui rend cette résistance encore plus extraordinaire, c'est qu'elle ne fut jamais seulement défensive. Elle fut aussi profondément créative et transformatrice. Des adversités les plus rudes ont émergé des innovations culturelles et spirituelles qui non seulement ont préservé les traditions ancestrales, mais les ont également adaptées et étendues pour répondre à de nouveaux contextes. L'Umbanda, par exemple, est apparu au début du XXe siècle comme une réponse créative aux persécutions continues et aux nouvelles réalités sociales du Brésil urbain, intégrant des éléments du spiritisme kardéciste et des traditions indigènes au fondement des religions d'origine africaine. Loin d'être une dilution, ce fut une brillante stratégie d'adaptation qui a permis à des aspects essentiels de la vision du monde africaine de survivre et de s'étendre dans un nouveau contexte. Un exemple frappant est le rôle des terreiros, ces centres religieux afro-brésiliens, dans la préservation non seulement des rites religieux, mais aussi d'un vaste éventail de savoirs africains, allant de l'art culinaire aux pratiques médicales, des idéaux esthétiques aux philosophies sociales. L'acarajé, aujourd'hui reconnu comme patrimoine culturel du Brésil, est né comme une offrande à la déesse Iançã et est devenu une partie intégrante de la culture nationale grâce à la résilience et à la résistance culturelle manifestée au sein des terreiros. La samba, la capoeira, une grande partie des traditions culinaires de l'État de Bahia et diverses expressions artistiques du Brésil trouvent leurs racines dans les espaces de résistance culturelle créés par les terreiros, les centres religieux du candomblé, de l'Umbanda et d'autres traditions d'origine africaine. Ce qui était initialement conçu comme une stratégie de préservation de l'identité culturelle s'est transformé et a enrichi la culture brésilienne dans son ensemble au fil du temps. Il est remarquable que cette résistance, initialement axée sur la préservation de traditions spécifiques, ait finalement contribué à façonner un modèle de société alternatif, offrant des réponses à certains des défis contemporains les plus pressants. Les terreiros traditionnels afro-brésiliens, avec leur accent sur la communauté plutôt que l'individualisme, le développement durable plutôt que l'exploitation et un lien spirituel avec la nature, représentent des alternatives tangibles aux modèles prédominants qui mènent à la crise écologique, sociale et existentielle mondiale.